Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Il est 7h05, donc nous allons commencer. Nous avons plusieurs inscrits, mais qui vont certainement se joindre à nous dans le cours, dans les prochaines minutes. Et nous vous avions fait attendre sous la belle musique de Youssou N'Dour, chanteur sénégalais, avec son titre New Africa. Donc, moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra, je suis la directrice générale du SICA, le Centre de l'identité et de la culture africaine. Et nous sommes un organisme qui offre des services pour accompagner les jeunes afro-descendants dans la connaissance de leur identité, leurs valeurs et de leur culture. Et nous sommes ravis de vous voir connectés à cet atelier. C'est le premier d'une longue série de 12, de 12 ateliers qui seront virtuels et aussi en présentiel de janvier à juin 2024. Et s'inscrit en fait dans le cadre de notre projet Le Mental Compte ou Mind Matters et que nous avons obtenu grâce au financement géré par la Croix-Rouge pour le Fonds de relance des services communautaires financé par le gouvernement du Canada. Alors, pourquoi ce projet? Ce n'est pas pour faire un effet de mode parce qu'on entend parler de santé mentale, mais bien parce que la jeunesse nous tient à cœur. Et pour bien l'accompagner, il est indispensable de prendre conscience de ces défis, notamment en santé mentale, d'autant plus que l'une de nos missions principales consiste à développer l'estime de soi, la connaissance de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi auprès de nos jeunes. Et ce sont des aspects qui sont liés au mental. Donc, l'objectif, vous l'aurez compris certainement, de ces ateliers, c'est de pouvoir donner des stratégies pour identifier et répondre aux problèmes en santé mentale, promouvoir une santé mentale positive, créer un environnement qui est sûr, qui est favorable pour notre jeunesse. Alors, avant de commencer, quelques règles très simples. Nous enregistrons cette séance, comme ça nous permet aussi de pouvoir donner accès à ceux qui ne sont pas là. Vos caméras peuvent être ouvertes, ne soyez pas timides. On aimerait que ce soit très interactif et c'est toujours plus agréable de voir la personne à qui on parle, même si c'est pas tout le long. Faites-nous des coucous de temps en temps en ouvrant vos caméras. Les micros doivent être fermés pour qu'on puisse bien s'entendre, sauf si vous voulez intervenir. Utilisez le chat, ne soyez pas gênés. Comme je le disais, c'est un atelier interactif. Et à la fin de cet atelier, on va faire un petit pool sondage. Et de 3 questions, on aimerait avoir une rétroaction vraiment sur le tas. Et par la suite, nous allons vous envoyer aussi par courriel un sondage pour pouvoir avoir vos avis sur la série d'ateliers. Alors, moi, j'ai assez parlé. Ce soir, nous sommes venus écouter, nous sommes venus être enseignés et nos ateliers seront donnés par 2 animatrices qui sont expertes, qui travaillent dans le domaine. Celle qui est là ce soir, nous sommes allés la chercher jusqu'à Ottawa parce qu'on voulait vraiment la voir. Donc, il s'agit de Dania Versailles. Dania est infirmière exécutive, elle est consultante en santé mentale, elle est formatrice et de par la position qu'elle occupe en ce moment, elle est directrice des services cliniques auprès de l'Association canadienne pour la santé mentale, succursale d'Ottawa. Alors, Dania, moi, j'ai fini. Je te passe la parole. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça me fait très, très, très plaisir d'être avec vous ce soir. Écoute, tu m'as enlevé les mots de la bouche parce que je voulais aussi remercier nos fondateurs, nos sponsors pour le beau projet dans lequel on a travaillé très fort pour vous préparer cette série. Et j'aimerais aussi souligner la collaboration de l'autre consultante qui travaille avec nous sur ce projet, Charlotte Caillé. Et je ne pense pas qu'elle est ici ce soir, mais de temps en temps, elle a promis de faire une apparition dans des ateliers virtuels. Alors, elle sera en charge des ateliers en présentiel et moi, alors j'ai le plaisir d'être avec vous en virtuel. Alors, tout comme Sandra l'a mentionné, de temps en temps, allumez vos caméras juste pour m'assurer que je ne m'adresse pas à des visages de ChatGPT d'intelligence artificielle ou aussi à plusieurs reprises, je vais solliciter votre contribution pour
s'engager dans les petites conversations, juste question de vous connaître et davantage et aussi d'apprendre de vous parce que même si ça fait quoi déjà 13 ans que je suis, presque 14 que j'œuvre dans le secteur, dans la spécialité de santé mentale, je ne prétends pas tout connaître et ce que j'aime avec la santé mentale, c'est que j'apprends à connaître les gens et j'adore apprendre à les connaître. Et avec le mode virtuel, ça va demander nécessairement de l'engagement. Alors, par moment, il se pourrait que je nomme Sylvie ou Xiaomi ou Carl. Juste question de m'assurer que tout fonctionne bien et que tout est bien compris, et aussi pour vous donner l'occasion de poser vos questions. Alors, évidemment, en début, on a probablement 1001 questions. Alors, je vais vous demander de patienter un petit peu vers le milieu de la séance ou bien vers la fin pour les poser, ou bien, lorsque vos questions viennent, inscrivez-les dans le chat et soit moi, si je peux les voir, ou si je pense à y regarder, ou Angela pour attirer mon attention sur les questions et on pourra les gérer de cette sorte, de cette façon. Alors, autre chose que je voulais mentionner, c'est que si vos questions, si je ne pense pas avoir préparé de réponse à vos questions dans la matière que je vous ai préparée pour cette séance ou toute autre séance, je me rends disponible à la fin de l'entretien pour répondre à vos questions en individuel, soit une fois que tous les participants sont partis, ou bien directement par téléphone, parce que on pourra laisser Angela et Sandra retourner à leur petite famille, à leur maisonnée, et puis on pourra poursuivre la conversation un peu après. Et comme je fais dans toutes mes séances de formation, je veux vous rappeler que si certains sujets ou certains souvenirs ou certaines cicatrices psychologiques, mentales et autres remontent en surface, vous avez tous et chacun accès au service d'urgence du 911 si vous en ressentez le besoin, et ou si vous avez s'il y a des idées noires, des idées suicidaires qui pourraient venir en surface, soit pour vous ou un membre de votre famille ou de votre entourage qui ont de la difficulté de composer avec leurs défis personnels. Je vous rappelle qu'il y a un nouveau service qui est accessible pour tous et chacun, gratuit, qui est une ligne d'appel, une ligne d'écoute d'appel pour des gens justement qui ont des problèmes, qui éprouvent des idées suicidaires, et le numéro, c'est le 988. Alors, je vais l'inscrire dans le chat pour m'assurer que c'est bien enregistré. Alors, maintenant, permettez-moi de partager mon écran. Et voilà. Alors, le mental compte, Mind Matters, c'est le titre que vous avez vu affiché à l'invitation. Alors, sans plus tarder, on va poursuivre. Et voici, comme Sandra l'a mentionné plus tôt, on cherche vraiment à encadrer les parents, les tuteurs, les animateurs et toute autre personne qui vont naviguer, qui vont aider à faire des expériences, de la programmation de SICA, une expérience très positive pour les enfants. La raison d'être du projet, c'est ça pour améliorer l'expérience des enfants et des jeunes qui naviguent à travers le programme du SICA. Et pourquoi? Bien, c'est ça, c'est pour vous outiller, les bénévoles, à rendre leur expérience positive. Maintenant, ce que j'ai cherché à intégrer dans les séances pour vous, c'est vraiment de vous outiller pour créer un environnement favorable, comme je viens de le mentionner, de le répéter, pour faire de la promotion d'une santé mentale positive. Trop souvent, lorsqu'on parle, en tout cas,
dans les sphères où je navigue, trop souvent, lorsqu'on mentionne santé mentale, ça a toujours une connotation péjorative, mystérieuse, remplie de mythes, etc. On va essayer de démêler tout ça ensemble. C'est important parce que ce qu'on pense va influencer ce qu'on va dire de la santé mentale et ce qu'on dit va influencer nos ajustements, nos actions autour de ça. Et on va revenir sur ce concept un petit peu plus tard. Alors, pour poursuivre, et puis idéalement, ultimement, ce que j'aimerais constater à travers les sondages, ce que j'aimerais constater et apprendre et entendre de vos propos dans vos interactions avec moi tout au long de ce cheminement, c'est de plus en plus un langage qui me donne confiance, que vous vous sentez confiant de pouvoir appuyer les jeunes ou un enfant ou vous avez développé c'est ça, une confiance de savoir quoi faire pour rediriger une personne qui est dans le besoin vers les ressources les plus propices ou adéquates. Okay? Donc, je tenais à vous donner un aperçu des séances qu'on va parcourir ensemble pour les 6 prochaines séances, incluant celle de ce soir. Alors, on va faire une introduction à la santé. Aussi, dans la prochaine séance, on va aller un petit peu plus en profondeur à propos des problèmes de santé mentale pour pouvoir reconnaître certains signes. Et sur cet aspect, j'ai oublié de mentionner plus tôt que le but ultime, c'est ne pas que vous deveniez des doctorants ou bien des experts en la matière. Mais c'est vraiment juste pour que vous puissiez gagner confiance à parler de la santé mentale dans votre entourage et auprès des jeunes, et aussi à développer votre propre résilience, ce qui est le dernier point que vous voyez à l'écran présentement. Donc, renforcer la résilience et le soutien de façon continue. Le dernier mot devrait être continu. Désolée pour cette faute. OK. Et aussi, on va voir comment est-ce qu'on peut augmenter notre compétence culturelle en matière de santé mentale. Alors, on va vraiment explorer comment est-ce qu'on vit la santé mentale en tant que personne afrodescendante. Quelles sont les expressions qu'on utilise, comment c'est vu, c'est perçu, comment est-ce que ça influence ce qu'on pense de la santé mentale. Et aussi, on va effleurer les sujets en matière de compétences et de stratégies de communication, parce que dépendamment à qui vous parlez, il va falloir ajuster votre approche. Et aussi, on va parler un petit peu des stratégies d'intervention et de soutien. Sur ce point précisément, un autre avertissement, c'est que ici, dans l'espace virtuel, je ne ferai pas de gestion de crise comme telle. Ça serait insensé de ma part de vous promettre d'être en mesure de le faire. Je n'aurai pas les outils nécessaires pour le faire. C'est pour ça que je vous ai donné le 911 et le 988 en cas où vous avez besoin. Mais comme je l'ai dit, si vous avez besoin de jaser après la séance, on pourra le faire de façon de vive voix. On s'échangera les numéros, puis on pourra communiquer ensemble. Alors, ça, c'est un aperçu. Donc, maintenant, je vois que de nouvelles personnes se sont jointes à nous. Bienvenue, bienvenue. On va commencer la matière maintenant. Donc, vous avez juste manqué quelques introductions que j'aurai le plaisir de vous répéter dans les prochaines séances. Et donc, les 3 segments que j'aimerais voir avec vous ce soir portent sur l'importance de comprendre ce qu'est la santé mentale, faire un aperçu des problèmes, surtout en lien avec la communauté noire, et l'impact que la culture pourrait avoir, l'impact que la culture et l'héritage, notre héritage pourrait avoir sur notre perception et nos ajustements en matière de santé mentale. Au bas de l'écran, vous voyez une boîte auquel on va référer comme étant une boîte à outils. C'est que à la fin de chaque séance, je vais prendre 2-3
3-4 minutes pour voir avec vous quel genre de nouveautés, de nouvelles connaissances ou de nouvelles ressources qu'on pourrait partager l'un de l'autre. Donc, je m'attends pas à ce que ce soit toujours moi qui vous partage quelque chose, mais je m'attends aussi, comme je l'ai dit au tout début, d'apprendre de vous. Donc, si vous avez une nouvelle connaissance et puis vous avez une réaction aha en tête qui a éveillé en vous durant la séance, j'aimerais qu'on puisse le partager. Si vous avez au cours entre les séances rencontré ou pris connaissance d'une ressource dans votre communauté qui existe, que vous croyez être adéquat à partager au reste du groupe, s'il vous plaît, ça sera le temps de le faire. On veut en apprendre plus. Et toutes ces additions, ces ajouts, ces nouveautés vont être ajoutées à une page web qu'on est en train de développer pour vous, pour que vous puissiez avoir un endroit fixe sur le site web du Centre de l'identité et de la culture africaine, au cas où vous allez devoir fournir des ressources aux jeunes, aux moins jeunes, surtout pour les parents et les encadrants. OK? Bon, alors, excellent. S'il y a des questions, c'est le moment de les mettre dans le chat. Sandra, Angela, moi, je ne peux pas voir le chat du tout. Alors, vous me ferez savoir. Je vois qu'il y a 3. C'est bon? OK, parfait. Excellent. Alors, premièrement, avant de commencer, c'est vrai, j'avais une question pour vous. J'aimerais savoir d'où est-ce que vous vous joignez à nous. Alors, moi, je viens d'Ottawa. Je sais que Sandra est à Toronto, mais j'ai oublié le voisinage de Toronto, puisque tu proviens. J'aimerais que les gens inscrivent dans le chat ou ouvrez votre micro pendant les 30 prochaines secondes pour me dire d'où est-ce que vous vous joignez à nous. Je sais que il pourrait y avoir des gens de Montréal, il pourrait y avoir des gens de Kingston, je sais pas, j'ai pas vu les fiches Je vois dans les commentaires entre Hamilton et Toronto, dans le train. Oh, mon Dieu! Wow! Oakville, Ontario. Oh, Oakville, tu dis? J'ai pas compris, Angela. Oakville, Toronto. OK, c'est ça. OK. Toronto. OK. Excellent. Excellent. D'autres villes? Nioro, au Mali. Au Mali? Oui. Wow! Excellent. C'est excitant. OK. OK. Ben, je vous remercie beaucoup. Alors, wow, on va poursuivre. OK. Alors. Brampton. Brampton? En Ontario? Oui. Excellent. Excellent. Bienvenue. Bienvenue. Parfait. Parfait. Donc, bienvenue à tous. Alors, comprendre l'importance de la santé mentale. J'aimerais que vous, maintenant c'est le temps d'ouvrir vos micros, de faire travailler vos doigts de fée et de magicien, pour me dire qu'est-ce que la santé mentale pour vous? Vous pouvez aussi lever la main virtuelle en activant votre bouton de réaction. C'est un état de bien-être. Un état de bien-être. Merci. C'est qui a dit l'état de bien-être? Elikia. Pardon? Elikia? Oui. OK. Parfait. Merci, Elikia. Je prends des notes aussi au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que c'est la santé mentale? Un équilibre psychologique. OK. Équilibre psychologique. Ah, il y a quelqu'un qui a levé sa main. Chancy?
Allez-y. Alors, bonsoir à tous. Je voulais dire que c'est l'état du bien-être qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie. D'affronter les sources de stress de la vie. Excellent. Une réponse dans le chat de Sylvie, état de bien-être psychique, émotionnel, etc. OK. Psychique, émotionnel. Très bien. Très bien. Excellent. Un autre descriptif. Ah, je ne sais. Ah oui, t'as même été levé. Parfait. OK. Donc, on a état de bien-être psychique, émotionnel, un équilibre. C'est la capacité d'affronter les sources de stress face à la vie. Excellent. Excellent. Et ce que j'aimerais savoir de vous, c'est d'où avez-vous appris ce qu'est la santé mentale? D'où provient cette perception de ce que c'est? Je suis sûre que c'est pas juste dans les commerciaux que vous avez appris ce que c'est. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui a contribué à votre définition de ce que c'est la santé mentale? On a dans le chat Sylvie qui dit à la télévision. Ah, OK. Sylvie, est-ce que tu veux dire dans les films ou dans les mini-séries ou les nouvelles? Peux-tu préciser, s'il vous plaît? Alors, aimerait on en parle souvent aux informations. Et est-ce que vous seriez d'accord avec moi si je vous dis que on en a parlé beaucoup pendant la pandémie, pendant les 4 dernières années, n'est-ce pas? Oui, oui. OK. D'autres réponses dans le chat? Oui, Sylvie continue, des spécialistes en parlent, et effectivement qu'on en a parlé durant la pandémie pas mal. Et Chancy dit à l'université. Ah, ben oui. OK. À l'université. Je regarde sur le côté parce que j'ai un autre écran dont je fonctionne avec 2 écrans et là, j'ai réalisé que je pouvais voir le chat si je l'ouvre. Excellent. Des spécialistes en parlent. Je vois, on apporte souvent des informations. Oui, exactement. OK. Et aussi dans le monde du travail, on a parfois eu la définition, mais on ne la retient pas, peut-être parce qu'on ne se sent pas concerné. Donc, on va continuer à en parler, mais de façon très informelle. Donc, moi, je veux dire, dans des discussions informelles. Dans des discussions informelles. Et as-tu mentionné au tout début en milieu de travail? En milieu de travail, oui. On a eu des présentations en milieu de travail pour sensibiliser à la problématique, mais bien entendu, enfin moi personnellement, quand je suis pas vraiment quand je me sens pas concernée, j'écoute d'une oreille, quoi. Oui, 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 oui. Évidemment. OK, c'est bien. Non, c'est bien dit. Médecin de famille, oui. Ça, je vous dirais que c'est pas une réponse populaire que je reçois, mais effectivement, j'ai constaté, surtout durant les années récentes, très, 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 très récentes, que les médecins de famille accordent un petit peu plus de temps à questionner ou à explorer la présence ou non de problèmes de santé mentale, de difficultés de santé mentale. En tout cas, dans le cadre de mon travail de jour aussi, pas seulement parce que je travaille en santé mentale, mais je vois que les médecins sont plus impliqués et plus attentifs aux besoins des personnes qui semblent avoir besoin d'un petit peu plus de repos ou de recul du travail qui pourrait être une source de stress additionnel de façon temporaire. OK, c'est bien. Merci beaucoup pour votre participation. J'aime ça. C'est très interactif. Et là, je consulte mes petites notes pour voir. Ah oui, OK. Ce que j'ai vraiment hâte de savoir de vous.
quel genre d'expression est-ce que vous utilisez à la maison? Vous allez pouvoir interpréter en français, s'il vous plaît, pour décrire, pour parler de la santé mentale ou pour décrire quelqu'un qui pourrait vivre des difficultés au niveau de sa santé mentale. Est-ce qu'il y a des expressions communes ou populaires dans votre entourage à propos des Dans nos langues étiquettes? maternelles? Dans nos langues maternelles? Oui. Chez nous, on va dire il est malade de la tête ou il ou elle est malade de la tête. Okay. La personne est malade de la tête. OK. Et je présume qu'on dira on appliquera ce libellé, cette étiquette à cause des agissements de la personne ou? Oui, c'est ça. Merci. Quelqu'un d'autre? C'était quoi la question, s'il vous plaît? La question, c'est de savoir quelles expressions est-ce que vous utilisez à la maison dans vos réseaux, soit d'amis ou bien dans vos communautés religieuses ou bien récréatives, pour identifier quelqu'un qui pourrait avoir des difficultés au niveau de sa santé mentale ou bien pour parler de la santé mentale, justement. Souvent, il y a des expressions qui sont propres à différents groupes ethniques qui circulent dans ces réseaux-là. Donc, je demande quelles expressions est-ce que vous utilisez. Maintenant, je vois que Sylvie a mentionné une personne dépressive. OK, merci. Boubas, oui, malade de la tête chez nous. OK, okay, merci. Malheureusement, on le traite, on peut traiter, on dit c'est des fous, on peut employer le mot fou. Oui, c'est quelque chose qui est très répandu, surtout dans la communauté francophone. Oui. On va utiliser le terme folie, fou, folle. Ouais. Oui. Il faut, oui, Chancy. Je vois démence, personne dépressive. Déséquilibré aussi, malheureusement. OK. Oui. Déséquilibré, c'est vrai. Retard mental. OK. Surmenage, une personne qui est surmenée, oui. Donc, sûrement dans le sens où la personne ne semble plus maîtriser toutes les balles que la vie lui lance et donc la personne perd son équilibre, quoi. C'est un malade mental, oui. OK, parfait. OK. Donc, je pose, il vous fait un burn-out. Oui. OK, merci Sylvie. Je pose cette question parce que c'est important de faire une prise de conscience personnelle, individuelle, de comment du langage qu'on utilise. Et je souhaite, je vous le demanderai pas, mais je souhaite que au fur des prochaines semaines, soit à travers ce cheminement en virtuel ou bien à la fin du cheminement en présentiel avec Charlotte, que vous parviendrez à adopter un autre langage et ou à sensibiliser votre entourage aux mots qu'ils utilisent pour identifier une personne qui pourrait avoir des troubles de santé mentale, des difficultés à ce niveau. Parce qu'à la fin de la journée, nous sommes tous humains, on a tous un cœur, et à quelque part, j'aimerais faire appel à notre côté humain justement pour respecter la personne humaine qui pourrait avoir développé des difficultés temporaires ou permanentes. Parce que il faut penser aussi que cette personne a des émotions. Cette personne a le droit aussi de vivre une vie très épanouie. Et lorsque des mots se faufilent
dans leurs oreilles de ce genre, ça peut être blessant. Et à la fin, ça peut pousser la personne à prendre une direction inappropriée ou malsaine ou quoi que ce soit qui pourrait compromettre leur chance de vivre une vie saine et épanouie. OK? OK. Donc, on va poursuivre. Et l'autre bonne question, l'autre grosse question que je me trouve à poser souvent d'un atelier à un autre. Comment est-ce que vous distinguez, avant de poser la question, je vois dans le chat, en fait, ces termes péjoratifs cités sont ceux qu'on entend, mais lorsque nous sommes sensibilisés, il est certain que nous sensibilisons à notre tour. À notre tour. OK. Oui, parfait. Merci. Micro, connexion culturelle. Je ne sais pas c'est qui, mais merci beaucoup. Alors, la deuxième question que je vais vous poser. Comment est-ce que vous faites la distinction entre la santé mentale et une maladie ou un trouble de santé mentale? Est-ce que vous voyez une distinction, premièrement? J'aurais peut-être dû commencer par ça. Oui? OK. Élaborez, s'il vous plaît. La santé mentale, c'est la condition, c'est un état qui peut varier, qui peut être perturbé justement par des troubles. Et c'est un état dont on peut, c'est une situation qu'on peut contrôler, qu'on peut prendre en main. Et lorsqu'il y a un trouble, donc, ça veut dire qu'on est déjà malade, on a un diagnostic. OK. C'est bien. Merci. Chancy, je vois que tu as ouvert ton microphone. Tu aimerais ajouter à ça? Oui, je dirais que la santé mentale, elle peut être négative comme positive. Donc, la santé, quand on a une bonne santé mentale, ça veut dire qu'on n'est pas malade. Mais si si ça ne va pas, c'est qu'il y a déjà un trouble. Okay. Donc, le trouble mental, c'est une maladie. Ça peut être temporaire, ça peut être permanent, ça dépend maintenant des causes. Ça dépend des causes. OK. OK. C'est bien, merci. Une autre intervention, un autre partage? J'ai Michael dans le chat qui avait levé sa main, mais je pense qu'il a dit qu'il allait dire la même chose que Elikia. J'ai Carl qui a la main levée aussi. Carl, on t'écoute. Oui, mais je voulais dire, en fait, moi, je pense que la différence, c'est peut-être par rapport à l'état, c'est-à-dire la santé mentale, c'est un état permanent, et le trouble, ça peut être périodique par rapport à des moments spécifiques. C'est comme ça que je comprends ça, en fait. Merci. OK. Merci. Merci beaucoup. Excellent. Okay. Parfait, parfait. Ben, j'aime bien ça. Vous me rendez la vie facile parce que vous avez un petit peu à votre façon, tous raison de façon collective. Alors, je vais poursuivre. J'ai d'autres questions, mais je vais les laisser pour plus tard. Alors, ici, j'avais l'intention d'écrire au fur et à mesure, et là, j'ai complètement oublié que c'est ce que je voulais faire, mais de toute manière, on va poursuivre avec la réponse à ces deux questions-là. Et ce sur quoi j'aimerais commencer pour ouvrir cet aspect, c'est en vous montrant des affiches de la campagne de sensibilisation pour la santé mentale qui s'appelle Belle cause pour la cause. Je ne sais pas si vous avez constaté que à chaque je pense que c'est à chaque mercredi, le 4e mardi du mois de janvier, Belle fait une campagne de sensibilisation sur un thème quelconque. Cette année, le thème, c'est créons de vrais changements pour la santé mentale. Et si vous allez sur leur site web, je pourrais pas écrire. Je pense que je pourrais. Oui, je pourrais écrire. Si vous allez, sur
ce site web, vous allez voir qu'ils ont plusieurs informations, plusieurs témoignages, différents témoignages, et aussi des informations en termes de statistiques, comme celle-ci, qui informe les gens sur différents aspects de la santé mentale. Je vous invite à parcourir aller visiter ce site web parce que c'est très intéressant. C'est facilement téléchargeable aussi. Et vous pouvez, comme ça, c'est une vraie affiche, donc vous allez pouvoir l'imprimer, le mettre là où vous voudrez, surtout dans vos milieux de travail ou bien récréatifs, etc. Alors ici, l'affiche dit « Une personne sur deux en difficulté ne reçoit pas l'aide nécessaire. C'est une triste réalité pour des raisons très simples ou très complexes. Je n'ai pas besoin d'élaborer plus si je vous dis que notre système de santé global souffre d'un manque de personnel. Alors, ce qui se traduit comme ceci, ça a un impact sur la capacité de pouvoir offrir des services à la population. Et la deuxième affiche, si je peux, c'est ça, parvenir à cliquer, indique qu'une personne sur 8 a vécu un niveau d'anxiété élevé. Alors, l'anxiété, c'est un trouble de santé mentale qui est diagnosticable. Je crois que c'est un bon mot. Mais par contre, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un diagnostic pour aller se chercher des services en santé mentale. OK? On y reviendra. Je voulais juste faire une petite sensibilisation au niveau de Bell et leur campagne de sensibilisation. Et comme certains l'ont mentionné de façon directe ou indirecte, c'est pas nécessairement tout le monde qui a un trouble de santé mentale, mais si je vous posais la question, vous êtes dans une salle d'attente ou bien ici, là, on est quoi? On est 12 en tout. Combien de personnes parmi nous pensez-vous qu'ils ont une santé mentale? Écrivez dans le chat ou décrochez vos micros. Quel pourcentage de ce groupe ici a une santé mentale? Je vois, c'est 1,5 dans le chat? Oui, OK. OK. Qui dit mieux? Donc, la question, je la répète, sur 12 personnes, combien ont une santé mentale? Sylvie dit 100%. OK. D'accord aussi. Tout le monde. Exactement. Exactement. Tout le monde a une santé mentale. C'est pas tout le monde qui pourrait avoir un trouble de santé mentale, mais 100% des gens ont une santé mentale, comme 100% des gens ont une santé physique. J'ai des poumons. Si j'ai un problème d'asthme, je vais aller auprès d'un médecin, d'une infirmière ou infirmier praticien pour aller me faire soigner. Si j'ai un problème de santé mentale, que ce soit un problème biologique ou émotionnel ou psychique, je vais voir le spécialiste en conséquence pour m'aider si je n'ai pas les ressources moi-même pour m'aider. Oui, tout le monde a une santé mentale. Parfait. Merci beaucoup. Et avant de poursuivre à l'autre diapo va vous tenter de clarifier la distinction entre la santé mentale et un trouble de santé mentale ou une maladie mentale. Mais avant de dévoiler le graphique, je vais juste consulter mes notes pour m'assurer que j'ai bien mentionné tout ce que je voulais mentionner. OK, parfait. Alors,
Ici, je vous présente un graphique et j'aimerais que vous portiez attention sur la ligne verticale qui va de haut en bas. C'est une ligne violette. Cette ligne représente vraiment la santé mentale. La santé mentale peut être comprise comme étant un spectre. Présentement, à votre écran, le spectre est sur la verticale. OK? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on a dit dans le chat il y a quelques secondes, tout le monde a une santé mentale. Donc, tous et chacun ici, toutes les 12 personnes qui sont à l'écran, qui sont connectées, devraient pouvoir choisir un point sur l'axe pour identifier là où se situe leur santé mentale, du côté positif ou du côté négatif. Mais peu importe, on se retrouve tous sur ce spectre. Okay. Maintenant, la distinction est dans... désolé. Bon. La distinction est sur l'autre axe, l'axe horizontal, qu'on identifiera comme l'axe du trouble ou d'une maladie de santé mentale. Et là, je me rappelle plus, c'est qui a mentionné... je comprends pas mon écriture ou bien j'ai pas écrit le nom de la personne parce que j'écrivais trop vite. Mais lorsqu'une personne a un trouble, une maladie de santé mentale, elle doit être diagnostiquée. Le trouble doit être diagnostiqué et ça exige qu'un professionnel en la matière, expert en la matière, ait complété quelques évaluations et vraiment ait évalué ou inventorier les constats de la personne. Alors, je sais pas moi, que évaluer la qualité du noyau familial, du nid familial, identifier si la personne a un abri, une maison, un appartement, si la personne a un travail, un emploi, ou si la personne poursuit des études, etc., quelle est sa situation financière, etc. Tout ceci, la personne dans tout son aspect holistique peut et plus souvent va amener un professionnel de la santé à déterminer que, OK, cette personne semble avoir un diagnostic précis médical en matière de sa santé mentale. Donc, parmi les 12 personnes qui sont ici, dans ce groupe, dans cet espace virtuel, ce ne sera pas tout le monde qui va se retrouver sur l'axe horizontal, l'axe rouge. OK? Et ça, c'est correct. Aussi, lorsque quelques-uns d'entre vous aviez mentionné que il pourrait s'agir d'une situation temporaire ou permanente, c'est aussi vrai. OK? Donc, peut-être que suite à un événement très dérangeant, très désagréable, surtout indésirable, qui surpasse notre capacité à composer avec la situation, il se pourrait qu'on souffre d'un état dépressif, d'une dépression mineure ou majeure ou à intensité modérée, ou il se pourrait qu'on puisse vivre une situation anxieuse, un trouble anxieux. Donc, et souvent, si les facteurs qui prédisposent une personne à vivre un trouble de santé mentale sont très minimes, les chances sont très hautes que la personne pourra s'en remettre. Donc, dans ce cas-ci, la situation de la personne sera très temporaire. Évidemment, ça peut pas arriver comme ça tout bonnement, juste en le souhaitant. Il faudra que la personne puisse décider avec l'intervenant en soins de santé, en santé mentale, quelles seraient les bonnes stratégies, les bonnes approches à adopter pour minimiser le plus possible le stress vécu, outiller la personne soit de connaissance ou d'approche ou bien d'intervention psychothérapeutique pour l'aider jour après jour à composer avec le défi dans lequel la personne se situe. Et avec le temps,
la situation de la personne pourra se résoudre. Maintenant, comme toute autre maladie de santé, des fois, la situation est permanente. Des facteurs génétiques peuvent contribuer à ça et d'autres facteurs qui sont moins fluides, qui sont plus rigides, qui sont soit présents ou absents. Voilà. Le seul exemple qui me vient en tête, c'est des causes génétiques, comme des troubles psychotiques. Parfois, on voit ça à travers la famille. Lorsqu'on fait une analyse généalogique de la famille de personnes, on voit que ma tante Intel avait ceci, cousin Intel avait cela, et mais il faut une approche plus poussée pour déceler ceci. Et comme toute maladie physique, il y a des maladies de santé mentale qui sont connues pour être strictement pour survenir à cause de raisons génétiques. Okay? Bref, tout ça pour dire que une personne peut avoir une très bonne santé mentale et vivre avec un trouble de santé mentale. Okay? En autant que la personne gère bien sa vie, gère bien ses difficultés, a des moyens efficaces et nécessaires ou additionnels qu'ils ont été cherchés pour composer avec. Juste parce qu'une personne a un trouble de santé mentale ne veut pas dire nécessairement que sa vie est fichue et elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Pas du tout, pas du tout. Il y a plusieurs gens autour de nous qui vivent très bien avec leur trouble de santé mentale. L'opposé est aussi vrai. Et là, il faut que je la formule de façon de la bonne façon. Donc, on peut on peut ne pas avoir un trouble de santé mentale et ne pas avoir une bonne santé mentale aussi. OK? Donc, c'est ça. Je sais pas si j'ai besoin d'élaborer un petit peu plus. Est-ce que c'est clair? J'aimerais juste savoir un petit peu. Okay, oui, Sylvie, je vois ta main. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la belle présentation. En fait, moi, je suis vraiment novice, vraiment novice en ce qui a trait à la santé mentale. En fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est d'abord le terme qu'on emploie. J'essaie de faire un parallèle avec la santé physique. Normalement, une personne qui est en santé, c'est le contraire d'une personne qui est malade, quand on parle du physique. Mais après, à la santé mentale, j'ai l'impression qu'on emploie toujours le mot santé mentale, même lorsqu'il s'agit d'une maladie. Est-ce que c'est pour éviter que ce soit péjoratif? À ce moment-là, vous dites à ce moment-là qu'une personne a une santé mentale positive pour dire qu'elle est en santé et une santé mentale négative pour dire qu'elle est malade, entre guillemets. Est-ce que c'est ça que vous entendez par santé mentale positive et négative? Négative, non. Donc, c'est pas la santé mentale. Puis je comprends pourquoi. Malheureusement, je ne pouvais pas manipuler ce graphique. J'aurais voulu enlever le mot positif et négatif. La santé mentale négative vise à décrire quelqu'un qui n'est pas, qui ne semble pas être capable de composer avec des choses auxquelles auparavant il était capable de composer. OK? Donc, je sais pas moi, un retour à l'école au mois de septembre. On sait que, c'est la frénésie avec les enfants, l'achat des fournitures scolaires, etc., nouvelle école, nouveau voisinage, etc. Certaines personnes pourraient avoir des difficultés avec ça, des difficultés qui vont jusqu'à compromettre leur fonctionnement habituel. Au niveau de leur sommeil, la nutrition, au niveau de bien performer au travail, etc. Des choses qui, normalement, la personne a démontré qu'elle était capable de faire. À l'opposé, lorsque une autre personne semble vivre la même période de temps, donc le retour à l'école au mois de septembre, et est capable de jongler toutes ces balles, toutes les petites décisions qui font en sorte que le retour à l'école se fait de façon en douceur. On dirait de ces personnes que sa santé mentale est positive parce qu'elle est capable de jongler avec
des stress qui sont pas, c'est pas des stress extrêmes, mais c'est quand même, il y a une hausse de stress et la personne est capable de s'ajuster en fonction. OK? Maintenant, tu as raison de poser la question parce que trop souvent, les gens vont interchanger les termes santé mentale et trouble de santé mentale ou maladie mentale et ce n'est pas pareil. Un trouble, spécifiquement, c'est vraiment un terme médical. OK? Il y a plusieurs années, on parlait de maladie mentale. OK? Maintenant, tu as touché une bonne nuance. Et j'ai pas de référence académique pour ça, mais il y a certains articles ou certains bouquins qui justement ont décrit la raison pour laquelle le langage a changé parce que c'était trop stigmatisant, c'était trop péjoratif. Et ça ne laissait pas la chance aux personnes qui vivaient avec un trouble franc, une maladie de santé mentale, de vivre une vie épanouie, de naviguer sans que quelqu'un puisse les maltraiter, en fait. Et là, maltraiter, j'utilise ce terme très large. Ça peut être juste une mauvaise étiquette, un mauvais vocabulaire, jusqu'à les empêcher d'accéder à un professionnel ou bien à un service quelconque, OK? Le spectre est très large. Donc, quand on parle de santé mentale, point, donc dans le positif, dans le négatif, pour faire référence au graphique, on parle vraiment de santé physique. Le piège là-dedans, c'est que du côté de la santé physique, l'absence de problème de santé physique va faire en sorte qu'on va dire que cette personne est en santé. Elle est en bonne santé. OK? Mais du côté de santé mentale, c'est pas pareil. Tu peux pas ne pas avoir une santé mentale. OK? Mais tu peux vivre en l'absence de troubles de santé mentale, en l'absence d'un diagnostic de santé mentale. OK? Ça peut porter à confusion si on ne comprend pas vraiment la nuance. Et c'est pour ça que on passe du temps pour vraiment bien distinguer ce qu'est le trouble de santé mentale ou la maladie mentale par rapport à une santé mentale. C'est pas pareil. Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça répond à ta question? Ou est-ce que j'ai embrouillé encore plus tes cas? Non, ça répond pour le moment. Je pense qu'avec le temps aussi, il y a certains concepts qui vont devenir plus clairs avec les explications. Donc, je pense que c'est bon déjà pour commencer. Merci. Bienvenue. Aussi, je regarde la bibliothèque. Il y a un bouquin qui doit être là-bas. C'est un bouquin qui parle exclusivement des troubles de santé mentale. En anglais, on va dire mental health disorders. OK? Donc, en français, troubles de santé mentale. C'est uniquement du jargon médical avec des critères très précis, avec des évaluations très précises qui vont amener un professionnel de la santé dans le monde médical occidental, en tout cas, à déterminer si une personne est en présence ou non d'un trouble de santé mentale ou d'une maladie mentale, finalement. OK? Du côté de santé mentale, excusez, je vais ajouter une distinction aussi qui pourrait peut-être faciliter cette compréhension-là. Lorsqu'on parle d'un trouble de santé mentale, uniquement des psychiatres, uniquement des psychologues peuvent émettre ce diagnostic, ou une infirmière ou un ergothérapeute qui se sont spécialisés en santé mentale et qui, selon les règles de leur profession, selon la juridiction où ce qu'ils œuvrent, sont en mesure d'émettre un diagnostic avec tout le même processus, le même procédé d'évaluation. OK? Aussi, oui, les travailleurs sociaux aussi. Travailleurs sociaux, travailleuses sociales qui ont obtenu une formation spécifique peuvent émettre le diagnostic.
Maintenant, la seule grande distinction parmi ces personnes-là, c'est au niveau des psychiatres. Les psychiatres sont des médecins, donc c'est le seul parmi ces groupes de professionnels qui peut prescrire des médicaments psychiatriques. OK? Et lorsqu'on parle de médicaments psychiatriques, on parle seulement de troubles de santé mentale. OK? On ne parle pas de santé mentale. Aussi, les infirmières praticiennes et les infirmières cliniciennes spécialisées, dont j'étais avant de devenir directrice, qui ont une formation spécifique, aussi pouvaient recommander et ou prescrire des médicaments psychiatriques. Les autres ne peuvent pas. Okay. Ce qu'on va voir pour les personnes qui œuvrent pour aider les gens à optimiser leur santé mentale, dans le diagnostic, mais leur santé mentale, ils vont parler de thérapie, d'intervention, des choses qui sont pratico-pratiques pour aider les gens à agir au niveau de leurs pensées, au niveau de leurs ressentis et pour influencer leur comportement par rapport à la santé mentale. Okay? Là, je m'enfarge dans du détail. Je vais remonter en surface, mais j'espère que ça va vous aider lorsqu'on va continuer, surtout la semaine prochaine, je pense qu'on va voir les diagnostics. OK? Alors, je vais poursuivre. Et voilà, donc, mais avant de poursuivre, je veux juste être très clair. Donc, tout le monde a une santé mentale, donc tout le monde devrait se retrouver sur l'axe vertical ici du graphique, mais ce n'est pas tout le monde ici parmi nous qui pourrait se retrouver sur l'axe horizontal, l'axe en rouge. OK? Qui aurait identifié le trouble de santé mentale ou maladie mentale. Maintenant, on a aperçu des problèmes de santé mentale prévalents dans la communauté noire. Alors, justement, je reviens sur le phénomène de pas le phénomène, mais la santé mentale comme telle. J'en ai fait allusion dans quelques secondes et je vais l'expliquer en profondeur ici. Vous voyez à l'écran un triangle avec les lettres A, B et C. J'utilise souvent le triangle pour aider les gens à bien comprendre qu'est-ce qu'il y a de si mystérieux au niveau de la santé mentale. Et j'aime bien utiliser l'analogie du triangle parce que, surtout auprès des jeunes, les plus jeunes et les adolescents, c'est très facile à se rappeler. Le A, ici, sur le schéma, la pointe la plus haute du triangle va représenter le côté affectif de la personne. OK? Donc, ses émotions, son ressenti, ce que la personne ressent. OK? Et le C, je vais sauter au C, vous allez comprendre pourquoi. Le C représente le côté cognitif de la personne. Donc, ses pensées, ce qu'elle pense à propos d'une situation, d'un environnement quelconque, d'une personne qui l'affecte. Okay? Maintenant, la dernière pointe du triangle à votre gauche, c'est le B. Et le B va représenter le côté behavioral de la personne ou comportemental. Okay? Là, j'ai fait exprès pour utiliser les lettres A, B, C, parce que c'est plus facile à retenir. Alors, le B ici va représenter le côté behavioral de la personne. Alors, ce qu'il faut comprendre avec ce triangle, c'est que ce que la personne pense, donc son côté cognitif, est très souvent invisible à l'œil nu. OK? Parce que c'est dans la tête de la personne. OK? Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le côté affectif de la personne, la pointe A, est aussi invisible à l'œil nu. OK? C'est uniquement le côté behavioral, le comportement, les agissements de la personne qu'on peut observer de façon concrète. OK? Je vous explique ceci parce que ces trois facteurs-là, l'équilibre de ces trois facteurs-là vont déterminer si la personne a une bonne santé mentale ou non, ou une santé mentale positive ou négative, une santé mentale qui est fonctionnelle
ou dysfonctionnelle. OK? Mais elle a une santé mentale d'une manière ou d'une autre. OK? Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsqu'on voit quelqu'un au loin, quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui semble agir de manière bizarre ou inhabituelle ou quoi que ce soit, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe du côté affectif, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe du côté cognitif. Mais ça a l'air bizarre. La seule manière de savoir qu'est-ce qui pourrait expliquer le comportement inhabituel ou étrange de la personne, c'est en communiquant avec la personne. On va communiquer avec la personne pour savoir, monsieur ou madame est-elle, comment ça va aujourd'hui? Passez-vous une bonne journée? Quel beau soleil? Quel bon vent vous amène? Dépendamment si vous êtes dans un comptoir de service ou quoi que ce soit. Comment vous ouvrez la conversation? Une conversation très, très anodine. Et en retour, on espère, vous allez recevoir une réponse de la personne qui va vous donner des informations. Qui va vous donner des informations sur leur côté cognitif ou leur côté affectif. Ah non, ça va pas, je me suis disputée avec ma partenaire, mon partenaire, blablabla. Ou ça va bien, je suis excitée, mais je suis un petit peu nerveuse parce que je m'en vais dans une entrevue, bon, blablabla, et voilà. Et quand je suis nerveux, je gigote la jambe tout le temps, je bois beaucoup de café, et voilà, patati patata. OK? La santé mentale, c'est l'équilibre entre le côté affectif, le côté cognitif et le côté comportemental. Si l'affectif est affecté au point où la personne est dérangée, ça va avoir un impact sur ses pensées, son côté cognitif, et qui pourrait aussi influencer son comportement ou son côté behavioral. Tout comme si une personne a des pensées dérangeantes, des pensées qui sont indésirables, ça va affecter la manière que la personne se sent et ça va affecter aussi son comportement. Je vais utiliser un exemple très simple que tout le monde va pouvoir comprendre. Une femme qui voit son homme, son partenaire, parler avec une étrangère et rire à tue-tête, okay? Qui est hors de l'ordinaire parce que vous comprenez que votre homme ou votre partenaire est très timide habituellement. Okay? Et vous observez ça de loin. Vous ne faites pas partie de la conversation, vous observez ça de loin. Et si la personne qui observe ceci, la partenaire, je ne sais pas, a des pensées de jalousie, alors ça pourrait influencer son comportement par rapport à la situation. Ça pourrait influencer les questions qu'elle va se poser face à cette situation-là. Okay? Tant et aussi longtemps qu'elle ne va pas ouvrir la conversation pour explorer avec curiosité ce qui se passe, elle pourrait ressentir de l'anxiété. Elle pourrait ressentir de la jalousie. Elle pourrait ressentir des émotions de ce genre. Okay? Avec le temps, si une situation comme ça n'est pas adressée, ça pourrait développer des problèmes relationnels, des problèmes de jalousie, des problèmes relationnels, je l'ai déjà mentionné, mais des problèmes d'anxiété. Si c'est une personne qui avait déjà des antécédents de déprime, de dépression, quoi que ce soit, ça pourrait alimenter ceci. Donc, ça pourrait faire effet boule de neige. OK? Et donc, ça pourrait compromettre sa santé mentale pour le temps que la personne vit cette situation-là. Ça pourrait donc développer un trouble de santé mentale ou non. Ça dépend de la composition de la personne, ça dépend des outils de résilience et des mécanismes d'adaptation que la personne a déjà en elle ou en lui pour composer avec une situation de la sorte. OK? Donc, j'ai utilisé cet exemple-là pour que vous voyez la relation entre le côté affectif, le côté cognitif et le côté behavioral.
il faut que ces trois composantes soient équilibrées pour pouvoir dire d'une personne qu'elle a une bonne santé mentale. Si un côté est négligé ou bien est inadéquat, ça va affecter les autres aspects de la personne. Surtout avec le temps, si ce n'est pas adressé, si ce n'est pas résolu. Okay? Donc, avec les jeunes et les adolescents, vous pouvez vous référer à ce triangle et vous pouvez penser à ces trois aspects-là de la personne pour voir comment le jeune ou l'enfant se sent face à une situation quelconque. Okay? Peut-être qu'il y a eu une altercation entre deux jeunes pour lesquels vous n'avez pas été témoin et ça a développé un froid entre ces deux enfants-là et où ça a développé une réaction en bon français québécois, on dit un chamaillage, pas nécessairement une bataille, mais ils n'arrêtent pas de se taquiner ou bien un n'arrête pas d'irriter l'autre de façon négative. Et là, vous allez devoir intervenir comme adulte pour les séparer ou bien juste pour gérer le conflit parce que ça perturbe l'activité récréative du groupe. Et là, c'est de dire à l'enfant qui semble aux deux, en fait, mais c'est de décider, faudra décider avec les deux enfants à savoir, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Il faudra communiquer avec eux pour savoir, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a provoqué ce conflit? Comment est-ce que vous vous sentez là-dedans? Vous pouvez faire ça à deux, dépendamment de l'âge de l'enfant, ou bien de façon séparée, individuelle, juste pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Parfois, lorsque l'enfant a déjà eu des problèmes ailleurs, à l'école ou à la maison, ça pourrait ressortir dans les activités récréatives aussi. Donc, il faudra porter attention à ça. Okay? Et ça pourra, je suis sûre que vous avez déjà rencontré ça, surtout si c'est pas la première fois que vous faites du bénévolat auprès du SICA. Et sur ce point, Sandra, j'aimerais savoir, parmi les gens qui sont ici, ou bien même vous pouvez répondre dans le chat ou en levant votre main, est-ce qu'il y a des gens ici dont c'est la première fois qu'ils vont encadrer des enfants dans au programme du SICA? Tous ceux qui sont là ne sont pas forcément encadreurs auprès du SICA. Donc, OK. je pense qu'il y a un mélange. OK, c'est bon. OK. Donc, le triangle A-B-C. A, côté affectif, C, côté cognitif ou les pensées. Ces deux aspects sont invisibles à l'œil nu. Pour pouvoir savoir là où est-ce que la personne se situe sur leur baromètre personnel, il faut s'engager à communiquer avec eux, okay, avec la personne. Ce qui pourrait mieux expliquer le comportement ou le côté behavioral que vous voyez la personne faire. Okay. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je pense que j'avais... Ah oui, c'est ça, les gens. Ah oui. Donc, par défaut, à la base, le côté affectif, cognitif et behavioral est présent. Certaines situations ou certaines répercussions ou conséquences face à une situation qu'une personne vient de vivre pourraient affecter le côté affectif, le côté cognitif de la personne et ainsi influencer son comportement. Un exemple concret, une personne qui est au travail et qui vient d'être critiquée en face de ses collègues, de ses coéquipiers, par un autre collègue. Et quand je dis critique, c'est de façon négative, qui l'embarrasse ou quoi que ce soit, surtout qui manque de respect. Ceci pourrait être une situation très, 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 très temporaire, mais qui pourrait faire en sorte que la personne qui se sent déséquilibrée par cette situation agira d'une manière à soit protéger ses émotions ou à essayer de fuir la situation
où la personne pourrait directement avoir la confiance qu'il faut pour aller directement auprès du superviseur ou d'un représentant des ressources humaines pour signaler le fait que vous avez vécu une situation qui mérite d'être adressée d'une manière ou d'une autre. Je dis n'importe quoi, bon, vous comprenez. Aussi, une personne, comme un adolescent ou un enfant, pourrait avoir vécu quelque chose de négatif dans le passé, pour lequel la situation actuelle dans laquelle il ou elle se retrouve peut éveiller des sentiments négatifs que la personne a vécu ou des sentiments ou des réactions, des pensées dérangeantes, indésirables, non résolues. Des fois, on va voir ça, ça peut prendre la forme suivante. La personne va réagir d'une manière très imprévisible ou inattendue, sans explication. Et on se pose les questions, qu'est-ce qui se passe? On comprend pas, la personne fuit, la personne pleure, ou la personne commence à faire des cris. Je vous expose à des exemples comme ça parce que ça pourrait être des situations que vous allez rencontrer n'importe où. Pas seulement dans les coulisses du SICA, mais à la maison, en communauté, en magasin, etc. Et au lieu de sauter sur les conclusions, souvent négatives, souvent biaisées parce que on a des fausses croyances sur les gens qui ont des problèmes de santé mentale et tout, prenez une pause de quelques secondes pour essayer de penser, est-ce que cette personne éprouve un stress extrême présentement? Est-ce que j'ai contribué à ce stress avec mes propos ou bien une activité quelconque qui pourrait avoir éveillé certaines émotions fortes? On ne sait pas. Adoptez une approche de curiosité, ok, avant de sauter aux conclusions. Souvent, ça peut faire la différence entre votre capacité à calmer quelqu'un ou non. Ok? Donc, au niveau de la situation, les conséquences, ça pourrait être des facteurs qui pourraient influencer l'état de santé mentale de la personne. OK. Alors, pour poursuivre, penchons-nous sur les communautés afro-descendantes. Donc, ce que je vais vous présenter présentement, ce ne sont pas des informations très profondes, mais c'est juste un aperçu de ce que les études récentes, certaines études récentes ont démontré. Je dis certaines parce que ce n'est pas un domaine qui a été recherché de façon approfondie dans les années récentes. Okay? Ça commence à peine, surtout depuis la pandémie. Il y a toutes sortes de choses qui sont survenues en termes de manque de recherche, manque d'information, manque de connaissances, manque de services pour notre clientèle, nos communautés spécifiques. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que certains ont constaté qu'il y a un taux élevé de problèmes de santé mentale, surtout de troubles d'anxiété, de dépression, de stress post-traumatique aussi, des problèmes de stress post-traumatique actuels, vécus au présent, mais aussi ceux qui ont été vécus dans le passé, qui peuvent refaire surface parce que ces états-là n'ont pas été, ces diagnostics, ces états d'être, ces malaises psychiatriques n'ont pas été adressés et traités. Okay? Aussi, il faut comprendre qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à ces constats-là. Le manque d'accès aux ressources, comme on a vu avec la fiche précédemment, des manques de services adaptés, culturellement adaptés à nos communautés, qui, au début, j'entendais beaucoup de critiques dire, pourquoi c'est pas nécessaire, mais ça fait une très belle différence. De plus en plus, je vois dans les plateformes d'Instagram ou de LinkedIn des professionnels de la santé démontrant l'impact
qu'une personne pourrait avoir si elle ne comprend pas, si elle ne vit pas, si elle n'a pas les connaissances culturelles, ethniques de la personne qui doit recevoir des services. OK? J'ai plein d'exemples, mais là, le temps me manque. J'aurai la chance de partager ça avec vous dans un autre moment. Mais j'espère que vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, moi, je le constate et on me le dit souvent en communauté. D'autres facteurs qui pourraient affecter notre tendance à vivre des troubles diagnostiques, des troubles psychiatriques ou non, des troubles de santé mentale ou non, ce sont l'accumulation de préjugés, de vivre des préjugés, du racisme dans les environnements qu'on côtoie. Et évidemment, comme vous savez, les enfants et les adolescents ne sont pas à l'abri de ça, malheureusement. Donc, faut prendre ça en considération aussi. Alors ici, j'en faisais allusion, le traumatisme historique qui a été infligé dans notre communauté par le milieu médical, qui fait en sorte que il y a beaucoup de méfiance. On a vu ça pendant la pandémie, surtout au sujet des vaccins, la vaccination contre la COVID. On voit ça aussi en termes il y a une réduction des services, des visites, c'est-à-dire. Lorsque les services sont accessibles, il y a moins de visites chez certaines communautés parce qu'on a une méfiance du corps médical et on a beaucoup de preuves qui justifient cette méfiance-là. Okay? Et évidemment, malheureusement aussi, moi, ce que j'ai vu par expérience, c'est que trop souvent, à cause de cette méfiance, c'est ce manque de confiance et encore à cause de certaines maltraitances, les gens vont attendre trop longtemps pour accéder à des services, ce qui fait que la difficulté qu'ils ont vécue en termes de leur trouble de santé mentale ou bien va être très complexe à gérer dès le départ. Évidemment, comme tout problème du côté de santé mentale ou de la santé physique, si la problématique, on la prend vite, rapidement, les chances de rétablissement sont plus positives et sont atteintes de façon plus rapide. Aussi, donc c'est ça, je le mentionnais, donc c'est une petite répétition, moins susceptible de chercher de l'aide, la déshumanisation, l'oppression et la violence historique envers les Noirs, les Afro-Américains. Dans les recherches, on trouvé que cette transformation en racisme a un impact sur la manière que nous autres, on perçoit les soins et les services. Un accès inadéquat au système de santé, prestations insuffisantes et le taux de suicide apparemment a considérablement augmenté chez nos jeunes. Si je ne me trompe pas, cette donnée provient d'articles des États-Unis. Au Canada, on n'est pas encore assez avancé en termes de recherche sur ce sujet. Donc, c'est encore à découvrir. Ici, je voulais que vous portiez attention sur un nom, le nom de ce professeur Jude Marie Sénat. Je ne me rappelle plus de quel pays africain il provient, malheureusement, je n'ai pas inscrit, mais Jude Marie Sénat est un professeur à l'Université d'Ottawa qui œuvre dans le département de la psychologie et qui fait des progrès gigantesques pour notre communauté. Il a commencé à faire de grandes études pour mieux nous outiller ici au Canada en matière de santé mentale. Et dans la revue Depression and Anxiety, lui et ses collaborateurs ont publié un article qui indique que il y a un lien important. Alors, je vais lire qu'est-ce qu'il y a à l'écran. Le lien important entre la discrimination raciale et les symptômes concordent avec les résultats d'études antérieures réalisées aux États-Unis et suggère que les politiques canadiennes qui ne tiennent pas compte de la couleur de la peau pourraient renforcer accidentellement la discrimination et provoquer des effets délétères
sur la santé mentale ou des effets qui vont compromettre la santé mentale des gens. Okay? Alors, si vous voulez la référence de cet article, il est en fin de présentation. En tout cas, il sera enregistré. Je pourrais vous l'envoyer. En fait, on pourrait le mettre sur le site web aussi, à titre de ressources. Et ces résultats sont très prometteurs, ces résultats de recherche. Aussi, j'aimerais mentionner que c'est un nom à retenir parce que il a contribué à la transformation de ces départements pour ouvrir des places et préserver, protéger des sièges d'études pour les gens de notre communauté qui veulent étudier dans ce domaine pour aider leur propre communauté. Donc, c'est vraiment, j'ai vraiment une grande admiration pour lui et son équipe de recherche. Et tout ça, évidemment, a un impact sur la manière qu'il faut commencer à intégrer notre culture, nos croyances dans la manière de manière à ce qu'on puisse soutenir la personne qui pourrait vivre un problème de santé mentale, qu'il soit petit, adolescent ou adulte. Alors ici, j'ai mis la référence au bas. Il s'agit de statistiques qui essaient de mettre la lumière là-dessus, sur ce sujet. Alors, je vais lire 2 de ces 3 énoncés. Celui qui est sur votre droite indique que 60% des gens des communautés noires disent être plus susceptibles de chercher du soutien en santé mentale auprès de spécialistes de couleur noire. Ça fait juste répéter et renforcer ce que je viens de mentionner. À votre gauche, on lit 96% des personnes en situation de détresse mentale n'ont jamais cherché à obtenir un soutien psychologique. Et ça, c'est grave. C'est grave parce que ça peut mener à des incidents très fâcheux et même fatals qui auraient pu être évités. Et voilà, je vais le dire comme ça, je n'irai pas m'aventurer parce que je pourrais vous en parler pour des heures et des heures. Amen. Mais c'est un constat qui est pas unique à la communauté noire. Il faut que je le mentionne. OK? De façon générale, les gens ne vont pas aller chercher du soutien psychologique parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du jugement des autres. Ils ont peur ils ont peur d'être stigmatisés et aussi ils s'auto-stigmatisent. OK? Ce qui va contribuer à cette statistique, malheureusement. Alors, ici, je voulais vous poser des questions par rapport à comment percevez-vous les informations et les résultats de recherche que je viens de vous mentionner. Comment est-ce que ceci pourrait avoir un impact sur votre compréhension de la santé mentale et auprès de la génération précédente ou les générations futures aussi? Et quel impact que ceci pourrait occasionner chez l'enfant et les jeunes auprès de qui vous allez œuvrer ou que vous côtoyez si vous ne faites pas partie des programmes de SICA. On arrive vers la fin de la présentation et je pense que ce que j'aimerais faire, c'est vous laisser la parole. J'aimerais entendre de vous qu'est-ce qui résonne en vous en entendant des informations comme ça au niveau de la stigmatisation, au niveau de l'empêchement d'accéder aux services. Qu'est-ce qui résonne en vous? On a une question de Sylvie. OK. Oui, je peux parler, si vous le permettez. Oui. Vas-y, Sylvie. Madame Saïd, donc, en fait, avant de poser ma question, j'aimerais juste corroborer ce que vous dites, dans le sens que, effectivement, souvent, on a peur de parler de santé mentale dans notre milieu noir. Bien souvent, on ne va même pas vraiment mentionner le mot santé mentale. Bien souvent, on va même parler plutôt du côté spirituel. On va chercher une cause spirituelle à certains comportements. Mais je me rends compte que
peut-être c'est un échappatoire tout simplement parce qu'on ne veut pas avoir à aller chercher un médecin ou un spécialiste pour pouvoir faire un diagnostic. Et en fait, ma question, c'est de savoir, mais à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'une personne a un problème de santé mentale? À partir de quel moment? Ou on ne peut pas juste dire que, par exemple, la personne traverse un mauvais moment ou que c'est quelque chose de passager. Peut-être c'est juste le stress qui fait qu'elle se comporte de cette façon. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du seul repère que l'on a pour pouvoir détecter qu'il y a un problème, c'est le comportement, parce que le reste est invisible à l'œil nu. Donc, quand on voit un comportement qui est anormal, on peut imaginer qu'il y a un problème qui est caché quelque part, mais à quoi est-ce que on peut euh, dire que vraiment cette personne a un problème de santé mentale et il faudrait aller chercher de l'aide? À partir de quel moment, selon vous? Excellente question. Excellente question. Merci de l'avoir posée. Parce que oui, je voulais pas aussi vous induire en erreur en vous disant que, vous voyez un comportement X anormal ou étrange, automatiquement la personne a un problème de santé mentale. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Et d'où l'importance qu'il faut communiquer avec la personne pour découvrir, pour mettre votre chapeau d'investigateur, d'investigatrice, pour voir est-ce qu'il y a vraiment une problématique. Donc, la problématique survient lorsqu'on se rend compte que la personne n'est plus fonctionnelle. Okay? Le mot fonctionnement, fonctionnel de la personne est très important. Si la personne, dans ses activités de base, au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, au niveau des rôles personnels que la personne a et doit exécuter, implanter, rôle parental, rôle occupationnel, rôle dans son réseau de communauté sociale ou religieuse ou quoi que ce soit. Lorsque la personne lorsque le comportement de base de la personne commence à devenir anormal, à devenir puis anormal, pas dans le sens oh, this is bad, c'est mauvais, mais lorsque la personne semble ne plus maintenir le même rythme de vie satisfaisant, et puis là, satisfaisant, c'est la personne devrait dire si satisfait ou non, mais si vous connaissez la personne, si vous connaissez bien la personne, vous allez savoir que cette personne aime aller, par exemple, au gym 3 fois semaine, ou la personne aime aller à l'église au moins 1 fois par semaine, sinon 2, et ça, c'est son comportement de base. Lorsqu'il y a une déviation marquée de son comportement de base, c'est là qu'on peut penser que, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a anguille sous roche. Il faut aller explorer pour valider ce qu'on pense qui se passe. OK? Des fois, on va le reconnaître dans le verbal de la personne. Voyons, habituellement, la personne ne s'exprime pas de cette manière. Ou le contenu de son verbal est décousu. Alors là, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui mentionnait la démence. Oui, il y a certains signes et symptômes très caractérisés qui décrivent la démence. Dans ce cas-ci, les signes vont être clairs. Mais monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas de diagnostic, qui pourraient peut-être être prédisposés à en avoir un, ça ne sera pas écrit sur leur visage. Il va falloir entrer en relation avec la personne et communiquer avec cette personne pour voir si vraiment il y a un problème de santé mentale. Si la personne a un déséquilibre au niveau mental, au niveau affectif, cognitif ou comportemental, de son comportement de base, de ses pensées de base, de ses ressentis de base. Okay? Ce qui rend la tâche très difficile. Et c'est pour ça que même entre les professionnels de la santé, quelqu'un qui travaille en santé mentale est vu comme really? Parce que c'est pas facile. Ça peut être très complexe. Et voilà, je pourrais en mettre davantage. J'espère que ça répond à ta question. Donc, c'est pas une conclusion sur laquelle on doit sauter. On peut sauter de façon immédiate,
ça vient avec, il faut nous accorder un petit peu de temps pour entrer en relation avec la personne et déceler d'autres signes et symptômes. Ou d'autres signes, d'autres indicateurs. Une autre question? Ou observation? Moi, j'ai une petite question. Un cas concret qui, malheureusement, la personne est décédée récemment, mais elle était très, très bonne dans l'art de dissimuler sa condition. Et elle ne voulait surtout pas de l'aide de ses proches et donc elle s'isolait. Et elle arrivait à se faire, comment dirais-je, à passer à travers les mailles des filets du médecin parce que elle avait un discours cohérent, parce que en lui posant des questions, toutes les bonnes cases étaient cochées, mais elle était en total dysfonctionnement. Et sa famille ne savait pas comment l'aider, comment lui venir en aide parce que elle ne voulait pas se faire aider. Donc, est-ce qu'il y a un moment où les ressources qui sont disponibles peuvent faire une intervention malgré le refus de la personne de se laisser soigner, puisqu'elle se met quand même en danger? Oui, absolument. Absolument. Mais si on ne sait pas quoi faire et si on ne sait pas reconnaître tous ces morceaux du casse-tête pour aboutir à ce constat, à cette image, malheureusement, on manque nos opportunités de l'aider. Alors, une personne qui est comme celle que tu as décrite et comme tu dis, qui passe entre les cracks, entre les maillons des filets, mais qui vraisemblablement se met en danger, on peut tous et chacun faire appel à soit leur médecin de famille et ou faire appel au service d'urgence, donc soit ambulance ou aller directement si vous parvenez à les convaincre d'aller en salle d'urgence pour se faire évaluer. La problématique dans ce que tu viens de nous partager, c'est que la personne ne voulait pas. Et ça, c'est très difficile à mobiliser. C'est très difficile à mobiliser jusqu'au point où la personne est vraiment un danger pour eux-mêmes ou pour les autres. Automatiquement, quand on approche ce territoire, n'importe quel intervenant de la santé saura amener la personne de force, parce qu'il y a une loi là-dessus, il y a un règlement là-dessus. J'oublie le terme technique, mais bref, les policiers le connaissent. C'est un acte vraiment sous le chapeau santé mentale qui dit qu'une personne qui est en danger pour eux-mêmes, avec le descriptif nécessaire pour le justifier, ou envers les autres, peuvent être emmenés de force aux salles d'urgence pour que la personne se fasse évaluer par un membre de l'équipe de psychiatrie pour valider ceci. Et habituellement, ils ont jusqu'à 3 jours pour le faire. Okay? Des fois, si les constats, les indices ou les comportements sont très flagrants, on n'a pas besoin de 3 jours pour statuer. Et le corps médical devra décider si ou non la personne devra être admise ou être référée à un service dans la communauté avec le soutien nécessaire. Okay? Parce que c'est vraiment les cas très sévères qui restent à l'hôpital ces jours-ci, malheureusement. Mais désolée d'apprendre que cette personne a décédé. C'est vraiment une situation qui est triste et qui amène un sentiment d'impuissance. Merci. Merci de pouvoir partager. Merci. Bienvenue. Marie-Amou, je vois ta main levée. Oui, merci. Merci beaucoup pour cette belle initiative de SICA. Vraiment, c'est très apprécié. Je pense que on a besoin de relais. Il y en a jamais assez dans la communauté.
Donc, je pense que cette présentation et cette initiative est la bienvenue. Par rapport à vous aussi, c'est une belle présentation. Comme on le sait, c'est des professionnels quand ils parlent vraiment, ça résonne beaucoup à nous. Oui, c'est vrai que c'est tellement subtil la dernière question qu'il y a, je pense, par Oui. rapport à cette personne. C'est vrai que santé mentale et santé physique, c'est ça qui est de subtil dans la santé mentale peut-être, parce que la santé physique, on peut facilement observer pour voir les scars, pour voir une personne qui ne prend pas soin de lui, pour voir, vraiment c'est facile avec les scans et tout. Tel organe ne marche pas, alors que dans la santé mentale, c'est un peu plus vraiment dissimulé, c'est un peu plus caché, faisant que ça peut être compliqué, surtout pour quelqu'un qui connaît très bien le système. Et si vous creusez un peu, ça peut être quelqu'un qui connaît bien. Il connaît comment mettre les bonnes réponses. Par exemple, c'est un problème parfois qui survient chez certains médecins quand ils ne veulent pas se faire soigner et tout, pour tellement dire que, en général, c'est des personnes aussi qui prennent soin, surtout des autres, qui savent comment passer à travers les radars, les filets. Mais c'est pourquoi c'est toujours important, à mon avis, d'avoir un cercle de soutien. Dans ces cas de figure, aussi, si une personne refuse le service ou fait tout pour passer en bonne santé mentale, en général, c'est seulement les proches qui sont capables de savoir que ça ne va pas, il y a quelque chose qui cloche, et de mettre en place un filet de protection qui puisse vraiment peut-être sauver la personne. Sur un autre chapitre également, j'aime beaucoup le dernier point que vous avez abordé concernant l'impact de la culture et de l'héritage sur la santé mentale. Et je pense que ça, dans cette dernière décennie, c'est des choses qui reviennent, c'est des sujets qui reviennent beaucoup et qu'on voit comment, par exemple, tout ce que les Noirs ont eu à vivre, comment ça résonne encore jusque dans leur gène en termes de trauma, en termes d'état de santé mentale, etc. Mais je me dis aussi parfois, la question que je voulais soulever, que se passe-t-il lorsque certaines valeurs et certaines marques de culture viennent entrer en choc, particulièrement chez les immigrants, viennent entrer en choc avec une certaine forme de prise ou de perception de la santé mentale dans la culture d'accueil. Parce que ce sont des choses qui peuvent arriver et puis, bon, on prend soin des enfants. Je pense que pourquoi c'est important ce live, cette présentation, c'est que ça concerne non seulement les prestataires de soins de santé mentale, mais aussi les familles, comme par exemple les mères de famille, les tuteurs, etc. Donc, ils doivent faire attention aussi par rapport à leurs enfants. Mais quand ça entre en conflit, quand on voit des chocs vraiment de valeurs culturelles et qui peuvent parfois secouer bien des familles, et c'est sur beaucoup de plans des fois. Parfois, je me demande comment appréhender ces questions, comment les adresser. C'est une grosse question. Puis pendant que je vais essayer de synthétiser une conversation qui pourrait vraiment durer 10 minutes sur la question, je vais juste afficher quelques facteurs culturels importants à se rappeler parce que ce sera saupoudré dans nos prochaines conversations. De façon très délicate, en effet, parce que l'autre problématique qui se produit, c'est que les enfants, étant donné que ce sont des éponges, ils apprennent de façon très, très rapide lorsqu'on change d'un milieu à un autre. Ils vont absorber la culture d'accueil et les valeurs de la culture d'accueil qui peuvent, comme vous l'avez mentionné, peuvent s'entrechoquer avec les valeurs ancrées, les valeurs familiales qui ont été ancrées dans le quotidien de chaque membre de la famille. Et ça, c'est très difficile à gérer parce que la culture, c'est quelque chose qu'on a appris, c'est le cumul de tout ce qu'on a vécu
qui fait qu'on vit d'une certaine manière, qu'on a certaines traditions, certaines croyances, certaines habitudes de vie. Et là, on arrive dans un autre milieu qui vient déstabiliser tout ça. Et en plus de ça, il y a probablement des différences de services flagrants auxquels on doit faire face. Et on ajoute les enfants là-dedans et ça fait une belle bouillie. J'ai pas de réponse simple à cette question, cette grosse question complexe. C'est vraiment une question que j'aimerais que vous reteniez, si même me l'envoyer, parce qu'il y a différentes facettes pour approcher cette question et répondre à cette question. Lorsqu'il y a des chocs, c'est souvent au niveau des valeurs. Et moi, je suis d'origine haïtienne. Et je sais qu'il y a certaines valeurs qui sont immanquablement inatteignables, inébranlables, quel que soit où je me retrouve, à Montréal, à Toronto, à Ottawa, Kingston. Il y a des valeurs que j'inculque même au sein de mes enfants. Même si je sais que mes enfants qui sont adolescents maintenant probablement n'absorbent pas aussi fermement et ces valeurs que j'aurais espéré. J'ai la difficulté à vous répondre parce que je vous réponds en tant que professionnel de la santé en santé mentale. Donc, moi, j'utilise toutes les astuces que j'ai apprises au cours de mes formations, au cours de ma carrière. Ce que je sais qui fonctionne bien, peu importe le niveau d'expertise ou non que vous avez avec la santé mentale, c'est la communication. Une communication démunie de jugement, une communication qui vient du cœur pour mieux comprendre l'autre et pour nous donner l'opportunité de se faire comprendre. Avec le temps, souvent, il va y avoir un terrain d'entente qui va s'installer en espérant que ce terrain d'entente va allier les différentes perspectives de valeur pour aboutir à une compréhension de la manière que soit les parents, soit le couple, c'est-à-dire, ou soit le parent, l'enfant, ou soit, peu importe le nombre de personnes qui font partie de cette conversation pour laquelle vous soulevez la question, l'important, c'est d'en parler, de ne pas garder ça pour soi parce que j'aime pas utiliser cette analogie, mais c'est quelque chose pour lequel vous allez comprendre très rapidement. C'est presque cancéreux. Ce que je veux dire par là, c'est que en gardant ces émotions enfouies, en ne les adressant pas, en ne parlant pas avec l'autre pour essayer de comprendre la situation, ça fait boule de neige à l'intérieur. Et souvent, ça va développer un stress constant, une tension constante qui va vous empêcher d'avancer, de cheminer. Selon les habiletés d'adaptation de la personne, ça pourrait devenir un sujet qu'on évite à tout prix, mais qui va revenir de temps en temps. Je sens que je réponds de façon incomplète et j'ai donné satisfaction de la manière que je vous réponds, parce que c'est une grosse question que j'aimerais peut-être approfondir soit en individuel ou bien à un autre moment donné. Et puis, on a d'autres ateliers qui s'en viennent, donc on aura l'occasion d'aborder ça d'une manière ou d'une autre. Exactement. Oh mon Dieu, il est presque 9 heures. Écoutez, il est presque 9 heures, il est 11 heures, on est encore 11 à l'appel. Pour moi, c'est un signe que ce que je vous partage résonne et a de la valeur pour vous. Ça me fait vraiment chaud au cœur.
Juste pour ceux et celles qui vous espérez que j'arrive à la fin de la présentation, j'arrivais vraiment à la fin en indiquant que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est important de mettre son masque à soi en premier. Donc, prendre soin de sa santé mentale avant de pouvoir assister les autres. C'est souvent des règles qu'on partage lorsqu'on va en avion et ça vaut pour monsieur, madame, tout le monde, petits et grands, lorsqu'on parle de santé mentale. Donc, donnez-vous le courage et la permission d'avoir des conversations qui sont abondantes de compassion et d'amour pour chercher à comprendre, à se comprendre, à vous comprendre vous-même, mais aussi à comprendre l'autre. Puis vraiment utiliser une approche de curiosité et donnez-vous le courage aussi d'être transparent et authentique pour vous donner une chance vraiment de grandir là-dedans et puis de prendre soin de votre santé mentale pour pouvoir mieux encadrer les autres. Puis vraiment, ça, c'est la fin. C'était juste une reprise des segments qu'on a vus ensemble. Donc, on a parlé de la définition de la santé mentale, la distinction entre la santé mentale et les troubles de santé mentale. On a fait un petit aperçu sur les problèmes de santé mentale et on a parlé un petit peu de la culture et de l'impact de notre culture et de l'héritage sur la santé mentale. Et ça, ce sont les références que j'avais inscrites là. Merci et bonne soirée à tout le monde. Merci, c'était très riche, très intéressant. Merci beaucoup. Bienvenue, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup à tous. Prenez soin de vous.